Veuillez dire, s'il vous plaît, votre numéro d'équipe à la caméra. C31. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai un décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol, qui est les bureaux. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et à la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui se présente. Aucun entrée ni sortie de la salle ne sera permis durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour messieurs, Francis Grenier des Jardins d'entreprise, donc ici en fait je suis directeur de compte. Bonjour messieurs, Samuel Saint-Yves-Durand, je suis directeur des études de cycle supérieur en sciences comptables à l'UQAM, campus de Lévis, je suis aussi professeur en comptabilité. Bonjour, Marika Lapointe, c'est moi qui ai rédigé le code. Je suis analyste financière chez Cascade, puis j'étais également présidente des Jeux du commerce, qui est la plus grande compétition interuniversitaire de l'Est du Canada l'an dernier. Puis cette année, je suis présidente, mais de l'année financier. Bonjour messieurs, Cassandra Dupuis. En fait, moi je suis conseillère en spécialité au cabinet de Colombienne. Je suis chargée de cours en comptabilité ici, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis VP relève sur le regroupement CPA, donc je représente le comité CPA. Juste vous mentionner que vous avez un client chez le million à Bonjour, Emmanuel Boutin. Moi, je suis comptable en consolidation à la Société mère de la Coop fédérée à Montréal. Bonjour, merci d'être présent ce matin en cette magnifique journée. Nous représentons la firme comptable Jeanne Leleu et nous allons être ici, aujourd'hui afin de vous présenter nos comment nous allons aider et comment nous allons conseiller la magnifique entreprise de Mme Gilbert. Mme Gilbert a une très belle entreprise avec de très bonnes valeurs, comme l'environnement, un sujet d'actualité qui est une variable qui est vraiment importante parce que ça pourrait mettre fin à l'extraction des vies humaines. Depuis, laissez-moi vous présenter Jean-Christophe, Nicolas et maman Gabriel. Ce sera un plaisir de vous conseiller aujourd'hui. Je laisse la parole à mon collègue Jean-Christophe. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter trois principaux points, dont le projet d'investissement. On va tous vous détailler la machine 3.2, qu'est-ce que vous devez faire et non. Ensuite, on va y aller avec le financement, qu'est-ce que les trois sortes de financement. Et le deuxième cas, il va être séparé en plusieurs parties pour plus expliquer le cas. Et on va finir pour le conseil comptable, tout donner pour aider Mme Gilbert avec les états financiers et le bilan. À tout à l'heure. Donc, moi, je vais continuer. Avant le projet d'investissement, en fait, elle avait des ventes de 8 625 000. En fait, elle était capable de construire 50 maisons dans son année si on prend comme hypothèse qu'elle les vendait toutes. Elle faisait 172 500 environ par maison, ce qui faisait un total de 8 625 000. Ensuite, elle avait 3 employés pour construire chacune des maisons, 8 pendant 8 semaines, pendant 50 heures par semaine, à un taux horaire de 95 $. Si on rajoute avec les 50 maisons, chacun des employés, ça faisait un salaire environ de 5 700 000. Donc, la différence entre les deux, ça serait son revenu, en fait, son revenu qu'elle aurait fait, parce qu'on n'était pas vraiment au courant à 100% de toutes les dépenses qu'il y avait, autres que le salaire de ses employés avant l'investissement sur l'imprimante. Bon, nous rajouter pour l'imprimante 3D, le prix d'achat de la machinerie. Qu'est-ce qui comprend le prix d'achat de la machinerie? On a mis le prix de l'imprimante on a mis une moyenne qui est de 1,125 millions. Depuis les frais de transport qui rentrent dans le coût de l'immobilisation de l'imprimante, qui est de 20 000 du transport de la Chine au Canada. Depuis le montant de l'installation qui est
Bon, les employés qui vont être utiles à monter l'imprimante 3D, qui est de 2700 pour un total de 1 147 700 $. Pour l'analyse des liquidités avant l'emprunt, l'encaissement est de 9 315 000 $, qui vient du 8 625 000 de vente, fois le 8 qui prévoit faire de vente de plus. Pour les décaissements, il y a l'imprimante de 1 147 000 $, toutes les dépenses, les salaires des programmes de 140 000 $, la formation de 35 000 $, l'entretien et imprimante de 50 000 $, le loyer de 24 000 $ qu'on a pris fois les 2 000 $, et les superviseurs de 130 000 $ fois le 2500 et les 52 semaines, qui viennent de là. Le taux d'imposition, il vient de 2 049 300 $, le 22 d'intérêt avec les ventes. Et le taux d'actualisation de 10 fois le 9 315 000. Si je peux poursuivre avec les conseils comptables, en fait, elle se demandait dans quoi qu'elle devait mettre le loyer. En fait, c'est sûr que le loyer, à la base, c'est une charge. Mais si elle décide de payer son loyer, c'est sûr qu'après le mettre dans le loyer payé d'avance dans un actif, et après ça, faire des régularisations à chaque année pour savoir comment elle payer de loyer au bout de l'année en comptant de l'augmentation de 10 annuelle pendant 3 ans. Ensuite, les formations, on a dit que c'était une charge, puis ça ne rentrait pas dans l'immobilisation de la machine à cause que ce n'était pas des coûts reliés à la machine, c'est des coûts reliés à la ressource humaine, à la ressource, mettons, manufacturière. Fait que c'est plus pour les employés, pas pour la machine. Puis la subvention, on a mis ça dans l'escompte sur achat. En fait, on a dit que vu que c'était le gouvernement qui payait une partie de la machine, ça ne va pas directement comme encaisse du gouvernement, c'est vraiment plus une diminution de prix de l'imprimante, fait qu'on a mis ça dans l'escompte sur achat. Et puis on poursuit avec les avantages qui seraient d'avoir une imprimante 3D. Le premier, c'est le monopole du marché. On serait les premiers à avoir une imprimante 3D. Dans le fond, on serait pas plus à faire des maisons qui ont des designs assez particuliers, des formes. On peut faire des courbes dans les murs, des choses comme ça, des choses qu'on ne peut pas faire avec du bois ou autres matériaux. De plus, la construction est plus rapide qu'à la main avec les employés. De plus, on prend moins d'employés pour construire les maisons en 3D. À la place de 5 employés, on va en avoir 2. De plus, les coûts de main-d'œuvre, ça veut dire qu'ils vont être plus bas. Parce qu'on utilise seulement 2 employés à un taux annuel de 70 000, contrairement à 5 employés à un taux horaire de 90 $ de l'heure moyen. C'est très bon aussi pour l'environnement. Peu de CO2, on a peu de gaspillage aussi avec l'imprimante 3D, on n'a pratiquement pas. De plus, sur la demande, on a une dose à la demande, une hausse des ventes. Fait qu'on a une subvention du gouvernement en plus qui va être de 45 000. Fait qu'on a une diminution chacun. Fait que c'est ce qui conclut pour les avantages de l'imprimante 3D. Pour ce qui est des inconvénients, on a besoin d'un post-traitement pour les ceux, pour les clients qui le veulent. Donc, c'est sûr que ça va coûter de l'argent en plus, puis ça va rendre ça plus beau, mais ça reste un inconvénient. On doit interrompre la machine de temps en temps pour les installations manuelles, comme la tuyauterie, l'électricité, etc. Il y a un peu moins de la moitié des clients qui sont intéressés, donc 40%, 45% qui sont intéressés. Donc, ça peut être un inconvénient si on prend ça comme ça. Il y a un investissement initial dispendieux. La machine coûte environ 1 million. Donc, c'est sûr que c'est vraiment dispendieux au début, mais le revenu va venir par la suite. Il y a une possibilité de non-résistance à l'hiver. Donc, vu que la machine est nouvelle, on ne sait pas encore si ça va résister à l'hiver canadien qu'on est ici. Donc, ça peut être un risque, mais un petit risque quand même. Il faut louer la location des entrepôts. On n'a pas d'entrepôt pour l'entreposer. Donc, il va falloir prendre ça en compte. Et il y a beaucoup de formations nécessaires et engager de nouveaux employés aptes pour faire marcher la machine comme des programmeurs. Donc, la décision finale qu'on a décidé de vous conseiller, en fait, par rapport à l'imprimante, c'est nous, on penserait, en tant que notre comptable pense que vous devriez l'acheter, l'imprimante, en fait, parce qu'il y a une bonne liquidité quand même finale pour couvrir le restant des dépenses d'entreprise. L'entreprise est verte, ça ne produit pas gros de déchets, ça ne produit quasiment pas de CO2. C'est bon pour la mission de l'entreprise, fait que d'après moi, c'est bon pour vous.
Le design unique est plus facilement fabricable pour la clientèle, en fait. Ça, c'est un des points qui ressort le plus parce que c'est vrai que chaque personne aimerait avoir une maison plus unique à eux-mêmes. Fait qu'avoir ça permettrait d'avoir un design unique. Et le monopole dans le secteur de la construction, en fait, vous seriez la première équipe de construction à avoir une imprimante 3D pour construire des maisons et ça serait une espèce de monopole et attirer du même coup des jeunes clients qui sont plus aptes à la nouvelle technologie. Ceci conclut pour le projet d'investissement. Maintenant, nous allons passer au financement, savoir quelle option est la plus avantageuse pour l'entreprise. Alors, je vais poursuivre avec Jean-Christophe. Merci. On va commencer avec le financement numéro 1. La banque repousse tes limites. C'est un prêt personnel qui fait à madame. Le gros inconvénient qu'il y a, c'est que c'est un prêt personnel. Donc, il faut que la madame mette la maison en garantie de 350 000 $. Donc, si elle n'est pas capable de payer, ça peut être un risque. Le maximum, c'est 400 000 $, donc c'est peu pour la machine qu'on veut avoir. Et la sortie d'argent, faut faire la sortie d'argent du propriétaire pour finir le financement. Et pour les avantages, comparé aux autres financements, c'est un des plus bas intérêts, genre de taux d'intérêt de 8 %. Et il y a une longue période de paiement de 10 ans, donc on a le temps de rembourser. Et ça fait des paiements annuels de 58 237 $. Si je peux poursuivre, le financement, on l'a séparé en 3 types de versements. De financement, désolé. On a le 2.1 qui est le financement, en fait, où est-ce que le propriétaire prend 8 % de la part de compagnie jusqu'à la fin du 900 000 payé et il garde 2 % annuellement du bénéfice net à la fin pour le restant de l'existence de l'entreprise, en fait. Donc, M. Caron, lui, nous a l'avantage, c'est qu'il nous offre un financement jusqu'à 900 000, ce qui est quand même proche de. C'est vraiment plus que la moitié de l'imprimante. Puis une charge moins stressante parce que tu n'as pas un montant à payer à tous les mois. C'est selon ton bénéfice. Si tu fais un mois de bénéfice une année, tu n'as pas à t'inquiéter du sort qu'il va avoir. Continuité des paiements après remboursement de 2 %. On a mis ça comme inconvénient parce que 2 %, oui, c'est pas beaucoup en général, mais c'est pas avantageux dans le sens que c'est 2 % que tu donnes à quelqu'un, peut-être que tu aurais besoin de ce 2 %-là. Fait qu'en donnant à quelqu'un, c'est plus ou moins avantageux, puis c'est moins bon à long terme, comme on dit, que le 2 % va s'accumuler, puis ça va faire une plus grosse perte. Pour le financement 2.2, on a encore M. Corbon, fait qu'on a un prêt jusqu'à 900 000. C'est une charge moins stressante parce que c'est des actions qu'il achète. Il achète seulement 10 % des actions ordinaires. Fait que aussi, on a un paiement à la suite de déclaration. Fait que dans le fond, on décide de payer notre actionnaire seulement après une déclaration qu'on va y faire. Puis c'est une charge qui perdure avec les années. Fait que dans le fond, tout au long de l'existence, on va devoir payer des dividendes à M. Corbon. C'est qui va être une charge à long terme. Alors, c'est ce qu'on veut pour le financement 2.3. Pour le financement 2.3, l'avantage, c'est que ça monte jusqu'à 900 000, donc c'est très bon, c'est proche de ce qu'on va avoir. Le gros inconvénient, c'est que c'est 20 % d'intérêt, c'est quand même énorme. Et ce qui donne un 208 716 $ annuellement. OK, oui, le financement numéro 3, désolé. En fait, l'institution financière fait le taux d'intérêt à 5 %, petit montant de paiement à chaque mois. Financement d'entreprise, ça veut dire aucune garantie. Ça, c'est les avantages de ce financement-là. Les inconvénients de la durée indéterminée, on ne sait pas sur combien de temps qu'on paye. Investissement de la propriétaire. Et la propriétaire va devoir déverser de son argent pour combler le restant. Et un prêt de 200 000 seulement à cause que l'institution bancaire a peur que ça ne fonctionne pas, à cause que c'est un nouveau projet, puis ils veulent juste se protéger. Bon, fait que notre décision, dans le fond, on a le prêt jusqu'à 900 000. Parce que pour les raisons suivantes, une charge moins stressante, des paiements sur déclaration de dividendes, 10 % des actions. De plus, pour combler le reste, on va prendre
Nous avons le financement 3 qui est de 5 avec le 200 000. C'est ce qui conclut pour notre beau financement. Donc, puisqu'on a tout fini le projet d'investissement et qu'on a passé la section du financement, on va s'en aller vers le dernier point qu'on voulait aborder aujourd'hui, le conseil comptable pour madame. En fait, le conseil comptable, au début, c'était la signature du contrat. En fait, il va y avoir un produit perçu d'avance à cause de l'indépendance des exercices. En caisse, 50 000, produit perçu d'avance dans un compte de passif de 50 000. On continue avec l'achat d'un nouveau moteur pour le camion, comptabilisation et mobilisation, à cause que ça augmente la durée de vie du camion, en fait. Donc, matériel roulant de 5 000, en caisse de 5 000, puis il faudra recalculer l'amortissement du camion d'une durée de vie de 3 ans de plus de ce qui était. Pour la réparation électrique, les charges vont être, selon les PCGR, vont être dans les immobilisations. Donc, l'entretien et réparation du bâtiment, qui va faire 35 000 au débit et l'encaisse au crédit. Ça n'améliore pas la durée de vie. Pour l'infiltration d'eau, on va mettre ça dans la perte des matériaux. Pas perte des matériaux, excuse. Donc, c'est une moins-value sur stock de 25 000, un stock de matériaux de 25 000 au crédit. Puis si je peux revenir 30 secondes, le paiement de l'assureur, on ne peut pas le comptabiliser à cause qu'elle n'a pas reçu encore l'argent. Je peux continuer avec l'infiltration d'eau. La toiture, en fait, l'assureur ne veut pas le couvrir à cause qu'il pensait que c'était plus genre un entretien de la compagnie. Fait que entretien et réparation bâtiment de 55 000, en caisse de 55 000. Paiement du financement, en fait, en caisse de 900 000, puis capital action ordinaire de 900 000 et c'est pour payer les dividendes. Bon, ben, dans le fond, qu'est-ce qui résume? On va prendre un projet d'investissement. Dans le fond, on va faire les prendre 3-2. Depuis le financement, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir les actions que M. va acheter, M. Coron va acheter, avec le financement de la banque. Et pour le conseil comptable, on vient de les voir, ce qui conclut notre belle présentation. Merci beaucoup de votre écoute. Merci. Période de questionnement. Oui, félicitations pour votre présentation. Moi, j'aurais une question au niveau du paiement de l'assureur. Vous m'avez mentionné que vous ne pouviez pas le comptabiliser parce qu'il n'a pas été reçu. Mais comment le comptabiliser? Ben, si je peux me permettre, très bonne question. En fait, je pense que l'assureur, on le mettrait dans l'encaisse au début, parce que c'est de l'argent qu'il va nous donner, mais on va tout de suite le dépenser on va le remettre comme dans le stock de marchandises, le stock, les matériaux qu'on a perdus. En fait qu'on va juste faire matériaux au débit, puis encaisse au crédit de 25 000. Est-ce que ça répond à des questions? Autre question? Oui, j'en ai. Moi, en fait, merci pour votre présentation. En fait, ce que je comprends, c'est que là, le prix d'achat, vous l'avez statué à 1 million. 1 125 000. Oui. OK, bon, ben, ça répond à ma question. En fait, j'aimais bien l'option de combiner deux financements. Je trouvais ça intéressant. Je me demandais justement qu'est-ce qu'on allait faire avec le surplus que ça serait injecté dans le fonds de roulement d'entreprise. On pourrait payer, mettons, on pourrait le réinjecter puis soit acheter des obligations certaines dans notre entreprise pour faire fluctuer notre argent qu'on va avoir en surplus. Puis si je peux me permettre, à désirer aussi acheter des parts dans le côté environnemental. Le surplus, s'il n'est pas trop gros, c'est sûr qu'elle pourrait le placer là-dedans. Parce que oui, c'est un marché à risque, mais si elle perd, mettons, ce serait un peu moins grave que si elle prend son argent personnel pour injecter directement dans l'environnement. Moi, dans la vie, je construis des maisons. Fait que les chiffres, je ne connais pas trop ça. Mais j'ai un feeling que je vais économiser en investissant dans la machine, mais est-ce que vous avez une idée de combien je pourrais économiser par rapport à la construction d'une maison traditionnelle? Je vais en parler. C'est sûr qu'on économiserait environ 30 à 55% pour une maison. Donc, c'est quand même énorme. Parce que la construction d'une maison normale, en fait, c'était 75 $ par pied carré, en fait. Puis on passerait à environ 35 $ par pied carré par maison. OK. D'autres questions? Oui. Félicitations pour votre présentation.
moi, en fait, je voudrais revenir avec vous sur la possibilité là, de donner, en fait, de donner 10% de mon entreprise à M. Caron. Vous avez dit qu'un des avantages, c'est que le paiement il est fait suite à la déclaration de dividende. Ça, c'est un avantage, parce qu'il faut quand même que je donne. C'est qu'on décide quand on va faire. Fait que, dans le fond, on va déclarer une dividende quand on va avoir les moyens de les payer. Fait que, dans le fond, c'est pas comme une charge qu'on va avoir un surplus à chaque fois qui va être un stress par rapport à notre faire du profit pour être capable de le repayer. Fait que, dans le fond, c'est plus comme ça qu'on voit comme un avantage. Donc, si pendant 10 ans, je décide de ne pas déclarer de dividende, M. Caron, lui, il ne fera aucun rendement sur C'est qu'à la suite d'une déclaration, on va faire une déclaration, on va revenir en arrière, puis on va pouvoir y payer toutes ces années. Ah, ok. Super, merci. D'autres questions? Combien ça me coûte ce financement-là par rapport à un financement de la banque? Qu'est-ce qu'il va te coûter? C'est sûr qu'il va te coûter. Bonne question. Fait que si je comprends bien, c'est de savoir la différence entre un financement à la banque versus qu'est-ce qu'il va coûter, mettons, en dividende. Entre les deux options, tu sais, la banque m'offre l'argent versus moi, je m'en vais chercher un actionnaire. Ça me coûte combien d'aller chercher un actionnaire? C'est quoi le coût de mon financement à chaque année? Pas besoin d'avoir nécessairement un chiffre très précis, là, mais juste un peu. Si, admettons, on va à la banque, ça dépend du taux d'intérêt. Mais comme on a calculé la première banque, si on revient en arrière, excusez-moi, ça va être un petit peu long. Je l'ai dépassé. Bon, si on voit, admettons, avec la banque, on a par année, on va donner 58 237,25 à un remboursement à temps limité, si on prend ce financement-là. Contrairement à l'autre qu'on ne sait pas à peu près, ça va dépendre de combien qu'on va déclarer en dividende. Je trouve que c'est plus avantageux comme de cette façon-là par rapport au début quand on commence une entreprise. Autre question? Ah, mais merci.